Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bon début de week-end à tous et à toutes. Dernière sortie de la page internationale pour cette semaine. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour le grand journal. Toute une équipe. Joannel François, Smith Jean-Julien, Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacmel, les difficultés de transport des céréales ukrainiennes vont faire basculer une partie du monde à la famine. Washington et les Nations Unies veulent inciter le Bélarus à laisser passer les acheminements sur son territoire. Voici un reportage signé Euronews. La guerre en Ukraine n'est pas seulement avec des armes létales, c'est aussi la guerre de la faim et des privations. Les difficultés de transport des céréales ukrainiennes vont faire basculer une partie du monde dans la famine. Washington et les États-Unis veulent inciter le Bélarus à laisser passer les acheminements sur son territoire. Pour inciter le dirigeant bélarusse Loukachenko, les autorités étudient la possibilité d'une levée des sanctions de 6 mois sur l'industrie des engrais, ont déclaré des responsables américains. Selon l'ONU, il faut, malgré la guerre, réintégrer dans les marchés mondiaux les productions de la Russie et du Bélarus. Mais c'est impensable pour l'opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaya. Notre plan maintenant est d'épuiser le régime autant que possible avec la reconnaissance de l'isolement politique et économique et d'autre part de soutenir le peuple bélarusse, les médias, la société civile, les organisations et les initiatives qui luttent contre le régime. Notre objectif est donc de faire en sorte que Loukachenko mette fin à la violence dans notre pays, libère tous les prisonniers politiques et entame un dialogue avec le peuple bélarusse et non avec les pays occidentaux. La Russie et son allié le Bélarus sont les numéros 2 et 3 mondiaux de la production de potasse, un ingrédient clé des engrais. Une pénurie ou des sanctions mettent en danger les productions agricoles de nombreux pays, alors que par ailleurs 22 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans des silos en Ukraine. La Finlande et la Suède ont officiellement demandé à rejoindre l'OTAN, une décision stimulée par l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, mais leur adhésion se heurte aux objections de la Turquie. Voici un reportage signé CGTN News. Deux alliés nordiques s'approchent de plus en plus de la plus grande alliance militaire du monde, abandonnant des décennies, voire des siècles de neutralité. Et pour la Suède en particulier, c'est une décision qui a été prise depuis des décennies. Cet auteur a parlé à plus de 100 responsables de la défense et a fait déclassifier des rapports révélant des actions cachées datant de la guerre froide. Même si la Suède a cette politique de neutralité, nous avions des portes dérobées secrètes vers les États-Unis et la Grande-Bretagne avec nos voisins de l'OTAN, le Danemark et la Norvège, ce qui n'était pas connu à l'époque. Voici les rives de la mer Baltique. La Suède, en fait, a le plus grand littoral de la région. Comment cela influera-t-il sur les compétences et l'expertise unique qu'elle apportera à l'OTAN si sa candidature est approuvée ? Nous avons des sous-marins très silencieux, nous avons notre force aérienne avec des avions Gripen, nous avons la plus grande île de la mer Baltique, Gotland. Si les Russes essaient de faire quelque chose contre les États baltes, ils l'ont dit à la télévision russe, la première chose qu'ils essaieront de faire est de prendre le contrôle de Gotland. Ce qui a déjà entraîné le pays à renforcer la défense de l'île stratégique, qui pourrait jouer un rôle encore plus important pour la défense régionale à l'avenir. S'il est difficile de prévoir exactement quand la Suède et la Finlande finiront par rejoindre l'OTAN, ce qui est clair, c'est que les deux pays vont devoir s'assurer le soutien de la Turquie pour y parvenir. Une quête qui pourrait s'avérer délicate, Ankara menaçant d'opposer son veto à leur adhésion, accusant les pays d'abriter ce qu'elle considère comme des terroristes, notamment le groupe militant kurde PKK, qui veut obtenir une plus grande autonomie kurde au sein de la Turquie. À leurs yeux, je suis un terroriste, mon enfant à naître est aussi un terroriste parce que nous sommes kurdes. Mardi, le président finlandais a exprimé l'espoir de passer outre les objections de la Turquie, ce qui inquiète certains Kurdes vivant en Suède. Nous ne voulons pas que les Kurdes soient utilisés comme monnaie d'échange, nous sommes des humains, nous avons des droits.
Et donc, pour l'instant du moins, c'est une sorte de statu quo, à moins que les deux pays nordiques et la Turquie ne soient capables de se rencontrer à mi-chemin. Au Sahel, jusqu'à 18 millions de personnes dans la région africaine du Sahel en proie à une terrible sécheresse, sont confrontées à une grave insécurité alimentaire au cours des 3 prochains mois, a alerté l'ONU ce vendredi. Voici un reportage signé Africa News. Si rien n'est fait au cours des 3 prochains mois, 18 millions de personnes en Afrique de l'Ouest, principalement au Sahel, seront confrontées à une grave insécurité alimentaire. Une déclaration alarmante des Nations Unies qui rappelle que ce nombre n'a jamais été aussi élevé depuis 2014. Au Sahel, 7,7 millions d'enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition. 1,8 million sont sévèrement malnutris. Et si les opérations d'aide ne sont pas intensifiées, ce nombre pourra atteindre 2,4 millions d'ici la fin de l'année. L'ONU alerte par ailleurs sur son manque de moyens pour venir en aide à ces populations. L'organisation a révélé que le Programme alimentaire mondial avait été obligé de diminuer les rations d'aide qu'il distribue dans certains pays de la région. Au Burkina Faso, nous avons dû réduire les rations et nous fournissons une assistance à 75% de personnes dans les zones difficiles à atteindre et les plus exposées à l'insécurité alimentaire. Dans le reste des autres sites, nous fournissons des demi-rations à 50%. Au Tchad, le faible revenu de financement a contraint le Programme mondial de lutte contre le sida à réduire de moitié les rations d'urgence destinées aux personnes déplacées et aux réfugiés, soit 50% depuis juin 2021. Selon l'ONU, cette situation alarmante est le résultat d'une combinaison de facteurs comme les conflits, le Covid, la sécheresse et la hausse des prix. En Russie, le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion par visioconférence avec les membres du Conseil de sécurité de son pays. De nombreux sujets ont été discutés. Écoutons un extrait de cette visioconférence. Qui sont liés à la protection et au fonctionnement des systèmes de télécommunication. Ce sont des mesures qui doivent pouvoir riposter aux différentes menaces. C'est un système complexe qui est très important pour assurer la souveraineté de notre pays, la gestion de l'État et la stabilité, notamment sur le plan économique. Le nombre de cyberattaques sur les infrastructures en Russie ne fait qu'augmenter toutes ces dernières années. Et évidemment, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ça a encore augmenté, évidemment. Contre la Russie, il y a une véritable agression sur le plan médiatique et informationnel. Et le nombre et la fréquence de ces cyberattaques a été considérablement augmenté. Et évidemment, tout seul, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, ces attaques sont menées depuis différents pays. Elles sont bien coordonnées et elles sont menées par des structures officielles nationales dans certains pays. Donc, des tentatives sont faites de détruire les ressources Internet et les structures qui sont liés en Russie et les établissements financiers, des journaux, des différents types de médias, différents portails d'information ont été attaqués et notamment des organes de pouvoir. Le plus souvent, ce sont des tentatives de pénétration dans les réseaux internes des entreprises, des grandes entreprises russes. Et la tactique suivante est appliquée, c'est-à-dire que l'accès aux ressources russes est bloqué, l'information devient fausse ou est remplacée ou est bloquée, et les algorithmes les plus développés sont utilisés ici. Il y a de plus en plus de logiciels qui sont utilisés pour détruire les systèmes qui sont utilisés en Russie. Il y a un autre défi qui est important et qui est un des instruments de la pression des sanctions, c'est l'accès aux programmes et aux produits. Un certain nombre de fournisseurs étrangers
ont cessé d'assurer le service après-vente des produits qui sont vendus en Russie. Donc il y a des blocages des programmes après leur mise à jour. Et c'est le cas de nombreux logiciels utilisés en Russie par différentes entreprises et qui avaient été installés et qui accompagnaient donc certains produits. C'était le président russe Vladimir Poutine dans sa visioconférence. Zoom sur la guerre en Ukraine, la chronique de Pascal Boniface. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a multiplié les critiques et exigences à l'égard des Européens, utilisant parfois des mots forts pour témoigner de son mécontentement et obtenir la satisfaction. Voici un dossier spécial avec Pascal Boniface pour aujourd'hui. Je disais dans la précédente vidéo que la guerre en Ukraine avait créé un piège émotionnel dans lequel nous étions tombés et qui nous empêchait d'analyser de façon rationnelle cette guerre et ses conséquences. Parmi les conséquences, la question de l'adhésion, y compris rapide, de l'Ukraine à l'Union européenne a été posée. Face à l'émotion des images de destruction, aux souffrances du peuple ukrainien, effectivement, il y a une sorte de réflexe de dire oui, ce peuple a beaucoup souffert, eh bien nous devons l'adopter le plus rapidement possible, l'accueillir le plus rapidement possible dans la famille européenne. Il y a pourtant quelques éléments de réflexion qui doivent être mis en avant. Parce que, d'une part, si effectivement le peuple ukrainien a été martyrisé par Poutine, il a été aussi très largement maltraité par ses propres dirigeants auparavant. Le PIB par habitant en Ukraine est inférieur avant la guerre, en 2021, à ce qu'il était en 1991. Ça, c'est pas l'action de Poutine, ou de façon marginale, c'est bien l'action des dirigeants ukrainiens. Et donc, chacun sait qu'il y a une corruption endémique massive en Ukraine. C'est d'ailleurs pour cela que Zelensky a été élu sur un programme de lutte contre la corruption. Mais si on n'a pas des garanties que cette corruption a été vaincue, qu'elle n'existe plus, nous devons nous méfier d'accueillir au sein de l'Union européenne un pays dont les procédures ne sont pas les nôtres et dans lequel les différents flots d'argent qui seraient envoyés pourraient être très largement détournés. Le risque d'intégrer ou d'aider trop largement un pays qui n'a pas une gestion saine et qui pourrait détourner une grande partie des fonds qui lui sont attribués doit être effectivement étudié. Nous devons aider l'Ukraine, mais l'Ukraine doit d'abord s'aider elle-même en luttant non seulement verbalement, mais dans les faits, dans les réalités, contre la corruption. Nous devons avoir des garanties du fait qu'il y ait un combat effectif et réussi contre la corruption en Ukraine avant d'ouvrir ce dossier d'accession de l'Ukraine à l'Union européenne. Et puis, on doit poser également une autre question. Si l'Ukraine rentre dans l'Europe, est-ce qu'elle sera européenne ? Ou est-ce qu'elle vient dans l'Europe pour avoir les crédits européens, mais est-ce qu'on ne fera pas rentrer en fait un pays totalement lié aux États-Unis et un pays qui fera pencher très fortement, du fait de son poids démographique, la balance du côté américain? Eh bien, dans ces cas-là, ce n'est pas notre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de l'Union européenne et nous devons, nous aussi, faire valoir nos intérêts. En fait, le président Zelensky, dès son arrivée au pouvoir, a un tropisme américain parce qu'il pense que seuls les États-Unis peuvent l'aider dans son tête-à-tête avec la Russie. Il était même prêt à retarder la date de son investiture pour avoir l'honneur de recevoir le vice-président, même pas le président, le vice-président américain Mike Pence, le jour de son investiture. Donc voilà, il faut quand même qu'on regarde d'un peu plus près. Est-ce que Zelensky est réellement pro-européen ou est-ce qu'il est pro-fonds structurel européen et sinon pro-américain? Avons-nous intérêt, nous, pays européens, à avoir finalement un cheval de Troie américain au sein de l'Union européenne? Nous devons être solidaires de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Nous ne pouvons peut-être pas faire de ce fait rentrer trop rapidement. Zelensky a multiplié les critiques à l'égard des pays européens alors qu'il a été quand même beaucoup plus soft par rapport aux États-Unis. Le 11 mars, il demandait à l'Union européenne d'en faire plus après le refus des 27 d'une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. Il faut aller plus fort, ce n'est pas ce que nous attendons. Mais Zelensky défend l'intérêt national ukrainien, c'est son problème, c'est normal. Mais nous devons nous défendre l'intérêt européen. Et il n'est pas certain que cet intérêt soit servi par une adhésion rapide. Le 23 mars, devant le Parlement français, Zelensky critiquait Renault, Auchan, Leroy Merlin qui maintenaient leur activité en Russie. Il appelle même au boycott de Renault. Il n'a pas appelé au boycott des entreprises américaines qui demeurent en Russie. Et pourtant... C'était le professeur Pascal Boniface dans sa chronique « Comprendre le monde ».
C'est ainsi que se referme la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce. Aujourd'hui, la production est signée Télé Beltop, réalisation et c'est Prod, présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Du soleil pour nous à Boston, un soleil qui est à son zénith, 70 degrés Fahrenheit à Boston, 21 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Robins, bonsoir Smith-Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique, aux ANA 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent vendredi et joyeux week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.